Bon après-midi, ici Istanbul, la Turquie. C'est la première émission directe de Mediascope TV sur Periscope. Et alors, malheureusement, le sujet, c'est pas bon, c'est les violations de la liberté de presse en Turquie, dans mon pays. Mais mes invités sont venus de France. Alors, ils représentent le Reporters sans frontières. C'est une organisation internationale qui s'occupe des violations de la liberté de presse, et ils se sont occupés de la Turquie depuis ces dernières années. Vraiment, c'est durement. Et soyez les bienvenus. Merci. Alors, Monsieur Christophe Deloire, vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières, et Monsieur Jean Bir, c'est le chef de bureau de l'Europe orientale et l'Asie centrale. La Turquie, c'est quoi? C'est l'Europe orientale ou, C'est l'Europe. C'est l'Europe. Ok, bon. Et peut-être c'est mieux de commencer avec M. Deloire, mais d'abord, il faut que nous nous rappelions, nous soulignions que le cas actuel en Turquie, c'est son arrestation des trois personnalités des journalistes, mais des intellectuels qui avaient supporté le Özgür Gündem, un quotidien ici en Turquie. Et il y a eu à peu près 40 personnes qui ont montré leur solidarité, mais seulement les trois ont été arrêtés, y compris le représentant des reporters sans frontières en Turquie, Erol Enderoğlu, les deux, Ahmet Nesin, un écrivain, et Şebnem Korur Fincancı, c'est une femme qui est célèbre défenseur des droits de l'homme en Turquie depuis des années. Alors, Monsieur Deloire, et peut-être ce serait mieux que vous nous racontiez un peu ce que votre organisation fait dans le monde entier. Reporters sans frontières, c'est une organisation qui a été créée il y a 30 ans, en France, mais qui est devenue une organisation internationale, qui a des correspondants dans 130 pays, des bureaux dans 12 grandes villes dans le monde, et qui agit sur le terrain pour protéger les journalistes en leur apportant des outils de protection, pour leur protection physique, pour leur protection numérique, qui agit à travers des outils de plaidoyer public, comme notre classement mondial de la liberté de la presse, qui est la référence mondiale en matière de liberté de la presse, de mesures, avec 180 pays, un classement où la Turquie est d'ailleurs 151e sur 180 pays. Malheureusement, c'est en plus un classement qui tente à baisser. Et quand vous comparez votre activité depuis de 30 ans, ça devient de plus en plus mieux ou pire globalement la liberté de presse? Malheureusement, quand nous publions notre classement mondial de la liberté de la presse, nous avons un indice global de la liberté, et cet indice se dégrade d'année en année depuis plusieurs années. C'est-à-dire que la situation de la liberté de la presse, elle empire, pour des raisons qui sont diverses. Par exemple, s'agissant des conflits ou de l'ensemble des violences physiques commises contre les journalistes, aujourd'hui, grâce aux nouveaux médias qui permettent à des médias journalistiques indépendants comme le vôtre d'exister, mais ça permet aussi à des outils de propagande qui sont parfois des outils de propagande qui sont développés par des groupes religieux radicaux, extrémistes, ou par des multinationales ou par des pays, et qui donc considèrent que tout ce qui représente le journalisme indépendant est à éliminer. Les journalistes sont devenus des témoins gênants et qu'il faut éliminer. Donc il y a une violence de plus en plus grande contre les journalistes. Et puis on observe malheureusement, et c'est le cas dans de très nombreux pays du monde, c'est le cas en Russie, c'est le cas en Chine, c'est le cas malheureusement dans des pays européens comme la Pologne et la Hongrie, une crispation des gouvernements. C'est le cas malheureusement aussi en Turquie. Oui. Et est-ce que vous pouvez être tellement efficace pour lutter ces violations de la liberté de presse? Alors, comment vous travaillez, par exemple? Qu'est-ce que vous faites? Si, disons, on va discuter de la Turquie après, mais par exemple en Chine, des journalistes arrêtés, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites accéder aux autorités chinoises, ou bien vous lancez des campagnes internationales parmi les journalistes? Qu'est-ce que vous faites? Je vais être très honnête sur la Chine.
nous avons du mal à parler aux autorités chinoises, pour la raison qu'il y a une très longue campagne de Reporters sans frontières au moment des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, qui a eu une notoriété internationale et qui a évidemment beaucoup agacé le pouvoir chinois. Mais c'est important, notamment vis-à-vis des diplomates, des gouvernements de pays démocratiques qui parfois sont prêts à de grandes compromissions, y compris avec des pays despotiques, que de faire entendre une voix qui dit il y a le commerce extérieur, il y a des négociations politiques, mais n'oublions pas les grands principes. Et aujourd'hui, on est dans un monde d'interdépendance. Et quand, dans un pays, on défend des journalistes au bout du monde, ça peut être depuis la France ou depuis d'autres pays européens, défendre des journalistes chinois, des journalistes russes, des journalistes turcs ou, cas extrême, des journalistes en Érythrée, on défend aussi des modèles politiques positifs. Et le monde est tellement interdépendant que je vais vous donner quelques exemples. Quand en Chine, on défend un journaliste qui a été placé en détention simplement parce qu'il avait annoncé la chute de la bourse de Shanghai, le fait que ce journaliste puisse travailler, ça a une incidence sur les marchés partout dans le monde, pour qu'il ne soit pas biaisé, pour qu'il puisse y avoir une information libre en Chine. Quand on travaille en Érythrée, pays dont de très nombreux ressortissants sont poussés à cause des terreurs du gouvernement, de la pauvreté, à l'exil et meurent en Méditerranée, c'est des Érythréens qu'on aide, mais c'est aussi, on a besoin de journalistes pour connaître les raisons de ces processus migratoires. Lorsqu'en Arabie Saoudite, quelqu'un comme Raif Badawi est placé en détention simplement parce qu'il a créé un site internet et qu'il est condamné à 1000 coups de fouet pour blasphème. En le défendant, on essaie d'éviter que des pays comme l'Arabie Saoudite, et avec une cohorte d'alliés, défendent une idéologie qui ensuite est attentatoire aux droits de l'homme, à la liberté de la presse, parce qu'il y a une violence de l'utilisation de cette notion de blasphème qui n'empêche pas simplement de critiquer les religieux, qui empêche de raconter ce qu'est vraiment la vie en société. C'est le journalisme d'investigation, c'est le reportage qui sont empêchés. C'est pas, et évidemment, le cas échéant, des dessinateurs sont empêchés de travailler. Mais c'est la capacité des peuples à voir le monde tel qu'il est. Et donc ce qu'on défend, c'est la liberté d'exercice du journalisme, sans laquelle aucun des grands problèmes du monde, qu'il s'agisse de la corruption, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, du radicalisme religieux et de la violence radicale, quel qu'il soit, et même du terrorisme. Et sans la liberté de l'information, il n'y aura pas de solution à tous ces problèmes. Et la dernière question avant de passer à la Turquie, je voudrais savoir un peu l'activité ou bien la sensibilité de nos collègues, par exemple en France ou en Angleterre, en États-Unis, etc. Est-ce qu'ils sont vraiment sensibles à des violations de la liberté de presse, par exemple en Turquie, etc. Ou bien est-ce que vous pouvez mobiliser tellement les journalistes à l'Europe ou en général? Écoutez, moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que il y a des pays sur lesquels c'est extrêmement difficile de mobiliser, soyons clairs. Je ne les citerai pas là. Mais la Turquie, c'est un pays aujourd'hui, il y a une grande sensibilité dans le monde entier. Quand on va aux États-Unis, quand on va dans les pays européens, quand on va même en Afrique. La situation des journalistes turcs, la situation terrible dans laquelle ils sont aujourd'hui, elle est connue, elle est l'objet de préoccupation. Et pas simplement de leurs confrères, mais de la population dans son ensemble. Et une affaire comme l'affaire de Can Dündar et Erdem Gül, elle a fait parler dans le monde entier. Il y a une très grande préoccupation. Et les gens ont très bien compris que ce qui est en cause, c'est la liberté des journalistes, c'est plus largement la liberté des Turcs. Et la Turquie a une telle importance. C'est un grand pays qui a une importance stratégique, politique, etc. Et que si les journalistes sont empêchés de travailler dans ce pays, qui nous permettra de travailler sur les répercussions du conflit en Syrie? S'il y a une déstabilisation régionale, qui le fera savoir au peuple? Et donc, le monde entier, et évidemment au premier lieu les citoyens turcs, ont besoin de journalistes en Turquie qui puissent enquêter, qui puissent effectuer des reportages librement. Et Johan, est-ce que tu peux un peu décrire la graphique des violations, ou bien la graphique de la liberté de presse en Turquie, surtout ces dernières années, dont que tu essaies de suivre prochainement? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça passe? Et nous, les journalistes, nous vivons vraiment des jours dégueulasses.
ces dernières années, mais quand vous regardez, quand vous observez de France ou de l'Occident, comment vous voyez les dernières années en Turquie? Bien sûr, c'est important de conserver du recul et de se souvenir, et nous nous souvenons très bien des années 90, de la vingtaine de journalistes qui ont été assassinés dans ces années-là, des journalistes torturés dans les prisons. Donc nous n'embellissons pas du tout le passé quand nous disons que la situation aujourd'hui est terrible. Il y a des constances, par exemple la loi antiterroriste que nous dénonçons depuis son adoption. Malheureusement, c'était un des facteurs principaux de violation de la liberté de la presse depuis, disons, dans les années 90, et on observe que ça l'est encore aujourd'hui. Démonstration par l'absurde, puisque des journalistes qui la dénonçaient en exprimant leur solidarité avec Özgür Gündem sont aujourd'hui emprisonnés, toujours sous le même coup de cette même loi. Donc il y a des continuités, et cette loi, on sait très bien qu'elle n'a pas été mise en place par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, mais qu'elle date de bien plus longtemps. Cela dit, on a pu avoir des espoirs au début des années 2000. On se souvient qu'il y a encore quelques années, il y a un pluralisme assez impressionnant qui fleurissait en Turquie, avec vraiment toutes les positions possibles et imaginables qui s'exprimaient dans la presse. Et oui, avec de la polarisation, oui, avec une politisation très forte du paysage. Vous sentez aussi médiatique. cette polarisation facilement? Bien sûr. Enfin, pas facilement, disons, on arrive à suivre tout ça. En grande partie grâce à nos contacts locaux et avant tout grâce à notre représentant Erol Önderoğlu, aujourd'hui emprisonné, qui est notre représentant depuis 20 ans, donc depuis 1996, et dont la carrière coïncide avec plusieurs pages d'histoire de la liberté de la presse en Turquie. Il a commencé sa collaboration avec RSF en 1996 pour pour informer un journaliste emprisonné à l'époque du premier prix RSF pour la liberté de la presse mondiale qu'on a remis, qui a été remis à Işık Yurtçu, à l'époque justement rédacteur en chef d'Özgür Gündem, qui était emprisonné. Donc une de ses premières missions à Erol a été de se rendre dans cette prison pour en faire part à Işık Yurtçu et recueillir un témoignage de sa part pour le faire connaître au monde entier. Donc encore une fois, des constances et quand même des choses qui ont changé récemment. Ce pluralisme très important que j'évoquais à l'instant, aujourd'hui il est en voie d'extinction malheureusement, et cela très brutalement et de manière très rapide. Puisque les choses se sont très nettement aggravées. On l'a vu déjà avec les affaires Ergenekon et les derniers, et les développements qu'on a connus autour d'Ahmet Şık et de Nedim Şener, leur arrestation en 2011-2012, qui ont évidemment incarné un tournant. Mais depuis Gezi, on a vu comme les choses se sont encore tendues, et plus encore ces dernières années, on voit comme s'installe une intolérance croissante du gouvernement face à toute forme de critique. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, chaque jour, il y a des mauvaises informations à propos de la liberté de presse et je suis sûr que vous, comme Reporters sans frontières, vous consommez beaucoup de temps pour comprendre et faire quelque chose pour la Turquie. Par exemple, dans ces derniers cas, l'arrestation des 3 personnalités, y compris Erol Önderoğlu, votre représentant en France, en Turquie. Vous êtes ici à Istanbul, en Turquie, et je sais que demain matin, vous serez devant la prison de maîtrise et vous allez faire une déclaration de presse, etc. Demain à 10h. Ah oui, demain matin. Et qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous espérez de changer, etc., dans le cas des 3 personnes arrêtées? Nous, d'abord, on est malheureusement obligé de venir très souvent en Turquie. Alors, on est ravis de venir en Turquie, c'est un très beau pays qu'on adore, mais on aimerait venir pour d'autres raisons. Et à chaque fois, les raisons, elles sont terrifiantes. Là, l'incarcération de ces 3 personnes, dont 2 journalistes et défenseurs des droits de l'homme, elle est particulièrement inquiétante. Parce que on a atteint une étape où maintenant des gens peuvent être jetés en prison avec une couverture légale qui est la loi antiterroriste, mais une couverture légale, simplement parce qu'ils ont défendu des principes. Notre représentant, Erol Önderoğlu, il défend la liberté de la presse. Et il l'a fait depuis 1996, il a défendu des journalistes de tous les courants en Turquie.
des kémalistes, des Kurdes, des journalistes proches de l'AKP. Et on l'a fait de la même manière, parce que ce sont des principes qu'on défend. Et malheureusement, aujourd'hui, on est face à un pouvoir qui, de ce point de vue-là, piétine ces principes. Et je dois dire en passant qu'on a un regret très fort, c'est que certains journalistes aient oublié qu'Erol Onderoglu les a défendus par le passé. Et aujourd'hui, portent des accusations contre lui, alors qu'il applique exactement les mêmes principes et qu'il défend la cause de la même manière qu'autrefois. Et là, je voudrais lancer un appel aux journalistes turcs, y compris à tous ceux qui ne sont pas sur la ligne éditoriale des journaux que récemment nous avons défendus. Nous avons toujours défendu les journaux, les médias turcs, les journalistes turcs, en respectant les mêmes principes. Et ça devrait être l'honneur de tous les journalistes turcs, y compris ceux qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas les mêmes prises de position politiques, mais que de défendre ce qui fonde l'essence, ce qui fonde la justification sociale du journalisme, qu'est la liberté, qu'est l'indépendance. Et ça fait très mal au cœur de voir qu'aujourd'hui, des journalistes que nous avons défendus autrefois portent ces accusations très graves. Et ça, il faut vraiment que cette mobilisation, elle aille très au-delà de ceux qui sont... la question, s'agissant d'Erol, c'est pas d'être d'accord ou pas sur le fond avec Özgür Gündem. C'est de défendre la liberté de la presse. Oui, c'est juste la question que je voudrais vous poser, mais vous avez élaboré le truc, et c'est que pour défendre la liberté de presse, on a besoin de presse. Pour défendre la liberté des journalistes, on a besoin de l'assistance, de participation des journalistes, mais ces derniers mois peut-être, ou années, pas années peut-être, mais ces derniers mois, il y a de plus en plus moins participation ou bien sensibilité auprès des journalistes en Turquie, parce que la polarisation a été vraiment très répandue, et que plusieurs, les journalistes, la moitié ou bien plus de la moitié, disent que bon, c'est le terrorisme, blablabla, ou bien il y a aussi des gens qui ont peur parce qu'on arrête des journalistes facilement, quotidiennement. Tout à fait. Enfin, si je peux justement, je ne peux que rebondir sur ce que vous dites, effectivement, puisque tout à l'heure, j'évoquais rapidement simplement l'histoire et le fait que ça n'a jamais été facile pour les journalistes en Turquie. Mais effectivement, depuis quelques années et quelques mois, la situation se dégrade de jour en jour. Quand des rédactions d'opposition comme celle de Zaman ou le groupe İpek Media sont pris d'assaut par la police et leur ligne éditoriale est changée du jour au lendemain, quand des journalistes kurdes sont interpellés quotidiennement du fait de ce qu'ils écrivent, le pluralisme se réduit comme peau de chagrin. Et effectivement, il y a une pression sur les journalistes qui prend des formes nouvelles, mais qui a rarement été aussi forte, et qui prend des formes également au sein des rédactions, avec des pressions des patrons de presse sur les journalistes, avec, ça a été documenté, des appels téléphoniques de la part du gouvernement pour que tel ou tel chroniqueur soit éjecté. Donc des pressions vraiment multiformes. Si on y ajoute les affrontements en cours dans le sud-est de la Turquie, donc des pressions pour le coup extrêmement fortes, avec des journalistes qui peuvent difficilement couvrir ce qui se passe et qui sont même blessés en cherchant à couvrir ce qui se passe, on arrive à un tableau vraiment, vraiment difficile. Et je voulais à la fois être d'accord avec ce que vous disiez sur la polarisation et la responsabilité des journalistes d'affirmer leur solidarité et de ne pas céder à la rhétorique officielle qui voit du terrorisme partout et qui prend des paroles pour des armes, c'est important. Mais d'autre part, effectivement, force est de constater que les pressions expliquent en grande partie aussi cette situation, et que ces pressions, elles sont plus fortes que jamais. Est-ce que, je voudrais savoir, est-ce que si vous pensiez que l'arrestation d'Erol, le représentant de votre organisation, est-ce qu'il y a un message ici où normalement
un représentant d'une organisation internationale, arrêter un représentant d'une organisation internationale doit être plus difficile. Mais ici, à peu près 40 personnes qui ont montré leur solidarité, seulement les 3 ont été arrêtés, y compris le représentant de votre organisation. Est-ce que vous, personnellement, croyez qu'il y a un message directement à vous, à votre organisation? Très clairement, il y a un message, sans doute à Reporters sans frontières, mais plus largement à toutes les organisations qui travaillent sur la liberté de la presse, aux organisations turques et aux organisations internationales, pour dire « vous n'êtes pas à l'abri ». Même si ça n'est pas vous qui faites les enquêtes, ça n'est pas vous qui faites les reportages, même si vous défendez des principes, vous aussi, vous pouvez vous retrouver en prison. Donc c'est un verrouillage total du système qu'essaient de s'adonner les autorités, le pouvoir turc. Et ça, il faut absolument y résister. Et pour ça, Reporters sans frontières, vous demandiez la question des moyens. On travaille avec acharnement à susciter des pressions internationales, des pressions publiques, médiatiques et des pressions officielles. J'étais lundi à New York pour rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur des recommandations que Reporters sans frontières a en matière de protection des journalistes. Nous demandons la création d'un poste à l'ONU. Mais au sortir de l'entretien, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lui-même, a exprimé son espoir qu'Erol Hondroğlu soit libéré au plus vite. Personne ne conteste, personne de sérieux ne conteste qu'il y a un problème avec le terrorisme en Turquie, qu'il est légitime de combattre le terrorisme. Mais ça n'est pas en mettant en prison des hommes qui défendent la liberté, des hommes et des femmes évidemment, et en faisant la confusion avec ceux qui commettent effectivement des actes terroristes, qu'on réglera le problème. Au contraire, ça ne fera que l'empirer. Et aux citoyens turcs qui croient qu'au fond, si les gens se retrouvent en prison, il doit bien y avoir des raisons, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, je voudrais adresser ce message. Vous n'imaginez pas à quel point ce qui est en train de se passer nuit à la Turquie, nuit à son combat contre le terrorisme, par cette confusion absurde qui est entretenue entre des gens qui défendent la liberté, des principes, et ceux qui méritent d'être condamnés, qui commettent des actes terroristes, et comment ça détruit à l'extérieur l'image de la Turquie, image qui était très belle d'une société vivante, pluraliste, d'une société ouverte, d'un grand pays avec des institutions démocratiques. Et aujourd'hui, quand on entend parler de la Turquie à l'extérieur, c'est beaucoup des exactions aux libertés. Malheureusement. Et je veux savoir aussi si vous, comme organisation, vous avez eu des expériences à peu près similaires comme arrestation de votre représentant en Turquie. Est-ce qu'on a eu des cas comme ça avant Moi, j'ai pris la direction de Reporters sans frontières il y a 4 ans, et je peux vous dire que depuis 4 ans, non. Et pour remonter dans une mémoire plus ancienne, on n'a pas le souvenir de l'emprisonnement, de l'embastillement, j'allais dire, de notre représentant, de notre correspondant. C'est une violence institutionnelle qui est perpétrée. Alors, vous êtes aussi, comme organisation, devenu un morceau de notre de douleur, de violation de la liberté de presse en Turquie, malheureusement. Et on espère bien que les 3 et les autres, il y a des autres journalistes qui sont en prison, ou bien qui ont des procès, etc. On espère bien la liberté de presse dans mon pays, mais je fais ce boulot depuis 31 ans. J'avoue que c'est le temps pire pour nous, les journalistes et journalistes en Turquie. Et merci bien à votre présence ici, mais à votre présence en Turquie pour travailler, parce que vous montrez votre solidarité avec nos amis. Merci bien et merci à tout le monde qui ont regardé cette émission directe sur Periscope sur les violations de la liberté de presse en Turquie. Au revoir. Merci à vous. Merci.